Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Merci à toi de passer par ici. Aujourd'hui, je change un peu la formule parce que je ne vais pas te parler d'un bouquin, mais je vais te parler d'un film. J'ai choisi de te retrouver pour te parler du dernier film de la franchise Massacre à la tronçonneuse, sobrement intitulé Massacre à la tronçonneuse. Ce film, il est paru le 18 février 2022 sur Netflix. Il est réalisé par David Blue Garcia. Il s'agit de son tout premier film en tant que réalisateur. Avant, il était surtout directeur de la photographie et il a travaillé sur d'autres films tels que Terrano et Bloodfest. J'en connaissais aucun des deux. Pour t'expliquer un peu la genèse du projet, il me suffit de te dire que Lionsgate et Millennium Films ont perdu les droits d'adaptation au cinéma de la franchise Massacre à la tronçonneuse et Legendary Pictures en a profité pour les racheter. Et il leur fallait faire un film pour rentabiliser cet investissement. En clair, une société de production cinématographique ambitionne de gagner du fric et agit pour que ça se passe. Il s'agit du 9e film de cette franchise. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette franchise est totalement partie en cacahuète. Je vais essayer de récapituler un peu ce qui s'est passé avant, mais accroche-toi. On commence. 1974, Massacre à la tronçonneuse sort au cinéma. Il est suivi en 1986, 1990 et 1994 de 3 suites. Donc Massacre à la tronçonneuse 2, 3 et 4, si tu préfères. Et là, ça se complique. En 2003 sort un nouveau film, sobrement intitulé Massacre à la tronçonneuse, qui est un remake du film original de 1974. Suivi en 2006 de Massacre à la tronçonneuse Le Commencement, qui est un préquel au Massacre à la tronçonneuse de 2003. Le Massacre à la tronçonneuse de 2003, qui lui-même est un remake du Massacre à la tronçonneuse de 1974. 2013 arrive Texas Chainsaw 3D, le premier film Massacre à la tronçonneuse a exploité la technologie 3D au cinéma, à une époque où la 3D intéressait encore quelqu'un. Celui-là, il s'agit d'une suite au film originel de 1974. En 2017 sort le film Leatherface. Alors lui, c'est un préquel au film originel de 1974. C'est le bordel. Avant de te parler de celui de 2022 qui vient de sortir, si tu veux découvrir cette franchise Massacre à la tronçonneuse, personnellement, je te recommande de regarder le film de 1974 et celui de 2003, son remake. Le reste, c'est très accessoire, voire extrêmement nul. Alors, ce 9e film de 2022, Massacre à la tronçonneuse, pour t'expliquer où il se situe, c'est très simple. Tu prends le film originel de 1974, tout ce qui a eu lieu après, tu l'effaces, et celui-là, c'est la suite. C'est clair et on comprend. Dans le casting de ce nouveau film, on a Elsie Fisher dans le rôle de Lila, Sarah Yarkin dans le rôle de Melody, la grande sœur de Lila, Neil Hudson et Jacob Latimore dans les rôles de Ruth et Dante, qui sont un couple d'amis des deux frangines, Olwen Fouéré, qui reprend le rôle de Sally, rôle précédemment tenu dans le film de 1974 par Marilyn Burns. Il s'agit en fait du seul personnage qui s'en sort vivant à la fin du premier film. Et enfin, on a Mark Burnham dans le rôle de Leatherface. Face de cuir en français, c'est le grand méchant du film. Melody, Ruth et Dante sont 3 bobos influenceurs. Dante, qui est un chef d'entreprise connu, et il décide d'acquérir une partie d'une ville quasiment fantôme, la ville d'Arlo. Il veut l'acquérir pour y inscrire une sorte de renaissance économique. Il veut fonder une société idéale, où le prix des loyers attirerait tout le monde, où les magasins seraient des galeries d'art, et il entraîne dans son délire sa petite amie et Melody. Ce trio-là est également accompagné de Lila, la petite sœur de Melody, qui est une gamine traumatisée parce que c'est la seule survivante d'une fusillade qui a eu lieu dans son lycée. Et sa grande sœur, en fait, elle l'a pris sous son aile. Une fois sur place, ils font la connaissance des quelques rares habitants qui habitent encore la ville. Donc on a Richet, un mec qui a un atelier et qui bricole. Voilà. Madame MC, qui est une très vieille femme, très malade, qui habite dans l'ancien orphelinat de la ville, un orphelinat dont elle a été la directrice pendant 50 ans. Et le dernier pensionnaire de l'orphelinat, un homme de 60 ans, je pense, même si son âge n'est pas précisé,
une véritable armoire à glace. Et ce dernier pensionnaire, il a la caractéristique de ne jamais avoir le visage éclairé lorsqu'il est dans le champ de la caméra. Voilà, voilà. En arrivant dans cet orphelinat, qu'il pensait vide, un désaccord éclate entre l'habitante, Madame MC, et ces jeunes qui débarquent. En effet, comme elle est malade et fatiguée, ils lui font bien comprendre que sa place n'est pas vraiment ici, mais plutôt dans un centre spécialisé. En tout cas, c'est ce qui était prévu. Donc, qu'est-ce qu'elle fait encore là? Alerté, le shérif et son adjoint, ils viennent la chercher, et désespérée et sous le coup de l'émotion, Madame MC, elle fait un malaise cardiaque. Elle passe instantanément de l'état mourante à l'état agonisante. Portée dans les bras de ce mystérieux homme à la forte carrure, ils vont dans la voiture du shérif en direction de l'hôpital. Et malheureusement, elle va décéder pendant le transport. Pris par la rage, le mystérieux pensionnaire, il va laisser exploser toute sa folie et il va redevenir Leatherface. Commence ainsi donc toute une série de meurtres, tous plus violents et sanglants les uns que les autres. Alors que le groupe de jeunes tente de survivre, prévenu que Leatherface a refait surface, Sally, la survivante du premier film, eh bien, elle décide de venir à Harlow et d'affronter Leatherface afin de venger la mort de ses amis, survenue 48 ans plus tôt. Eh ben en fait, rien de neuf sous le soleil, quoi. Ce film respecte scrupuleusement le cahier des charges d'un slasher movie. Et tu as deux façons de recevoir ce film. Soit tu as envie d'éteindre ton cerveau pendant 1h30, et ce film fait parfaitement le travail. C'est la suite du film de 1974 qui essaye de moderniser, que ce soit par les protagonistes ou par les effets spéciaux, l'intrigue du film original. En simple divertissement, ça fait parfaitement le job. Tu sors de là, t'as tué l'ennui pendant 1h30. Et quand je dis ça, c'est pas péjoratif. On passe tous des journées compliquées où on se prend le chou au travail, et je suis le premier à qui ça fait du bien de temps en temps de regarder un truc très très con. Ou alors, tu veux quelque chose de nouveau et de cohérent, et là c'est complètement loupé. Dans le film original, t'as une bande de hippies qui débarquent dans Race Campagne au Texas et qui se font assassiner. Là, tu remplaces les hippies par des influenceurs start-upers, un truc comme ça. Et puis, c'est pareil, ça correspond un peu mieux à notre époque. C'est le film des clichés. Les natifs texans sont présentés comme des gens crasseux, racistes. La survivante du premier film, Sally, c'est devenu un Terminator avec un chapeau de cow-boy. Les jeunes protagonistes sont cons comme des bites. Et Leatherface, maintenant, il a des super pouvoirs. Il a une sorte de force surhumaine et visiblement son corps est en Kevlar. On lui tire dessus, le mec ne tombe pas et même il continue de courir. Ce qu'il y avait de bien dans le film original, c'est que Massacre à la tronçonneuse en 1974, c'était pas juste un film gore. C'était aussi un film bizarre. Le premier film, il avait ce côté dérangeant. Il nous plongeait dans une atmosphère noire, c'était complètement malsain, avec des protagonistes qui avaient totalement perdu la raison. Et ça donnait des scènes absolument effrayantes. Par exemple, la scène du dîner dans le premier film de 1974, elle est juste géniale pour les amateurs du genre. Là, en fait, dans cette suite, c'est juste une boucherie. Les 4 jeunes principaux, ils ont organisé une vente aux enchères dans la ville, suivie d'une petite fête. Donc, il y a du monde quand même. Une petite fête avec comme invité ce qu'on pourrait appeler des jeunes entrepreneurs. Je sais pas trop, le rôle n'est pas bien défini. Que des gens dans la trentaine qui semblent prêts à investir dans cette ville. À un moment, il se met à pleuvoir dans le film, et donc la fête ne se passe plus dans la rue, mais dans un bus à étages, et plus précisément au premier étage de ce bus. Là, tout de suite, on va distinguer 2 groupes. La majorité qui est en train de kiffer sa life sur le dance floor à l'étage du bus, et un autre groupe beaucoup plus restreint qui reste dans la cabine du conducteur et qui est informé. Un massacre est en cours. Évidemment, les 2 groupes ne se parlent pas. Je te promets. Il est littéralement ordonné à l'un des personnages du groupe, de ceux qui sont au courant qu'il y a un problème, de s'enfermer dans le bus et d'appeler la police. Que fait ce personnage? Eh bien, il s'enferme dans le bus et il attend. Le gros boulet.
Tout le monde dans ce film a un smartphone et du réseau. Et ça, on peut en être sûr. À un moment donné, Leatherface, il va débarquer dans la petite fête qui se tient au premier étage du bus. Toutes les personnes présentes ont pour réflexe de sortir leur téléphone et de lancer un live sur les réseaux sociaux. Personne n'a l'idée d'appeler le 911. Et ça, c'est pendant tout le film, alors qu'ils ont littéralement 600 fois le temps de le faire. Mais il n'y en a pas un qui va se décider. On peut trouver dans ce film deux dénonciations. Tout d'abord, une dénonciation sur le port d'armes aux USA, qui est expliquée un petit peu à travers l'histoire qui nous est faite de la fusillade qui est survenue dans le lycée de Lila. Et je préfère t'arrêter tout de suite, c'est pas du tout développé. Ensuite, une critique sur la dominance des réseaux sociaux et des influenceurs. Ça, c'est exprimé parce que le premier réflexe qu'ont les personnages dans le film quand ils sont en situation de danger, c'est de sortir leur téléphone et de lancer un Facebook Live. Pourquoi pas? C'est intéressant. Sauf que des dénonciations sur une œuvre qui est emplie de facilité et d'incohérence, je te dis pas que c'est inutile. Je dis juste que c'est pas optimal. Et la survivante, Sally, je t'en ai pas parlé. Au début du film, tu apprends qu'elle est devenue shérif quelque part dans le Texas, tu ne sais pas où. Quand elle est avertie que Leatherface a refait surface, elle est interrompue les mains dans une carcasse en train de la découper et de la vider. Comme quoi les missions des shérifs se sont bien diversifiées au fil des années. Et après, elle débarque, et puis elle sert à rien. Est-ce que je te conseille ce film? Oui, si tu es amateur du genre, oui. C'est un film qui se regarde si t'es entre potes. Si tu cherches un simple divertissement, juste pour mettre ton cerveau sur off pendant 1h30, ça fait parfaitement le travail. Si tu n'es pas spécialement attaché au film de 1974 ou si tu ne le connais pas, tu peux passer un bon moment. En revanche, si le film de 1974 est une référence dans le genre pour toi, et que tu vois dans ce film autre chose qu'une succession de scènes gore et violentes, eh bien là par contre tu vas passer un mauvais moment. C'est une suite directe, mais l'ADN est détruit. C'est surtout un objet commercial. Je pense que je t'ai tout dit. N'hésite pas à me faire savoir ce que tu en as pensé. N'hésite pas à partager en commentaire ton ressenti si tu as vu le film. En attendant la prochaine fois, je te souhaite une bonne soirée. Bye!